Christopher, c'est un diamant aux multiples facettes, un génie incontestable, un maître dans de nombreux domaines. Il fut autrefois le maître de l'Europe, un homme dont l'ambition a remodelé des nations et réécrit l'histoire. Pourtant, le dernier chapitre de la vie de Napoléon Bonaparte ne s'est pas déroulé sur le champ de bataille, mais en exil, piégé sur l'île isolée de Sainte-Hélène. Pendant des générations, le monde a accepté l'histoire officielle selon laquelle il avait succombé à la maladie. Mais des experts, armés de la science moderne et d'études approfondies, ont révélé des indices frappants qui brossent un tableau bien plus inquiétant. Des symptômes étranges, des preuves inexplicables et un corps conservé d'une manière qui défie la nature pointent tous vers un mystère qui refuse de mourir. Que s'est-il réellement passé pendant ces derniers jours derrière les murs gardés de Longwood House? Voici ce que les experts ont révélé comme ayant pu causer la mort horrible de Napoléon Bonaparte. La chute de l'empereur. Napoléon Bonaparte, autrefois l'homme le plus craint et admiré d'Europe, n'est pas mort sur un champ de bataille auréolé de gloire, mais comme un captif solitaire sur une île désolée à des milliers de kilomètres du monde qu'il avait autrefois dominé. Son nom avait fait trembler les rois sur leur trône, redessiner les frontières et changer le destin des nations. Au sommet de sa puissance, il s'était couronné lui-même empereur des Français, déclarant qu'aucun homme, pas même le pape, n'avait le droit de poser une couronne sur sa tête. Pourtant, après des années de guerres incessantes, après la désastreuse campagne de Russie, et enfin après la défaite écrasante de Waterloo en juin 1815, son règne s'est effondré en ruines. Les Britanniques, déterminés à ne plus jamais risquer son évasion, choisirent Sainte-Hélène comme prison. L'île se trouvait dans l'océan Atlantique Sud, à plus de 1000 miles de toute côte continentale. Là, au milieu des rochers volcaniques et des mers infinies, ils déposèrent de l'homme qui avait autrefois commandé les plus grandes armées que l'Europe ait jamais connues. Sainte-Hélène était sûre, inaccessible, et la cage parfaite pour le conquérant déchu. Le voyage de Napoléon vers l'île fut lui-même une humiliation. Au lieu d'un navire royal, il fut transporté à bord du HMS Northumberland, escorté par des officiers britanniques qui le traitaient moins comme un souverain que comme un criminel dangereux. Fini l'époque où il dictait les termes du destin de l'Europe. À son arrivée en octobre 1815, il fut assigné à Longwood House, une résidence humide et délabrée perchée sur une terre balayée par les vents. Bien que plus grande que les cabanes des insulaires ordinaires, elle était une ruine comparée au palais de Paris et de Versailles, qui avaient autrefois été son domaine. L'empereur, qui avait plié des nations entières à sa volonté, voyait désormais ses mouvements limités par des gardes et des restrictions. Même la correspondance était surveillée. Les visiteurs avaient besoin de l'autorisation des autorités britanniques. C'était bien loin de l'époque où il conversait avec les monarques et les ministres d'égal à égal. Pourtant, Napoléon s'adapta extérieurement avec dignité, conservant ses routines, sa lecture et ses dictées de mémoire à ses fidèles compagnons. Fr. Il cherchait à contrôler l'histoire de sa vie. Mais derrière l'image de la résilience, un processus plus sombre était en cours. L'enfermement et l'isolement étaient pénibles, mais il ne suffisait pas à expliquer le tourment physique qui commençait à le submerger. Quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre, se faufilant silencieusement dans son corps. Des experts, des siècles plus tard, allaient passer au crible les preuves et révéler des découvertes qui ébranleraient des vérités longtemps acceptées. Ce qui avait semblé être le lent déclin d'un exilé vieillissant pourrait plutôt avoir été l'œuvre d'un poison, d'une maladie ou d'une combinaison des deux. La vie en exil. Sainte-Hélène était une prison non pas de barreaux de fer, mais de climat, d'isolement et de privation. Longwood House, où Napoléon a passé près de 6 ans,
était à peine digne d'une maisonnée de serviteurs, et encore moins d'un homme de son envergure. L'environnement de l'île a aggravé la misère. Entouré de falaises et de brumes, Napoléon a enduré un climat à la fois humide et venteux, alternant entre une chaleur oppressante et une humidité glaciale. Les jardins avaient du mal à prospérer. Le bétail était limité et les produits frais n'arrivaient que sporadiquement. Les repas étaient maigres comparés à l'abondance dont il avait autrefois joui. Il se plaignait souvent de la qualité de la nourriture, du mauvais vin et de l'eau contaminée. La routine quotidienne de Napoléon devint monotone. Il se levait tard, lisait des journaux et des livres envoyés d'Europe, dictait ses mémoires à des généraux de confiance tels que Bertrand et Montholon, et se promenait dans les jardins lorsque sa santé le permettait. Des gardes observaient chacun de ses mouvements. Il restait poli envers certains fonctionnaires britanniques, mais s'irritait des restrictions imposées par le gouverneur Hudson Lowe, un homme dont le tempérament rigide se heurtait violemment à la fierté de Napoléon. Leurs confrontations devinrent légendaires, chacun voyant dans l'autre l'incarnation de l'humiliation. Ses compagnons ont noté des changements dans son teint, une pâleur qui semblait permanente, un gonflement du visage et des chevilles, et des accès de fatigue inhabituels. Il perdait du poids, puis le reprenait soudainement pour le perdre à nouveau. Ses cheveux s'éclaircissaient, sa posture autrefois imposante s'affaissait. La dépression s'installa, mêlée à des périodes d'irritabilité et d'agitation. Alors que certains considéraient ces signes comme des conséquences naturelles de l'âge, Napoléon n'avait que la fin de la quarantaine lorsque les symptômes sont devenus prononcés. Le déclin s'est accéléré avec une telle rapidité que ceux qui l'entouraient murmuraient quelque chose de surnaturel. L'isolement érodait-il simplement son esprit? Ou son corps était-il attaqué par un ennemi caché et implacable? Symptôme d'un empereur mourant. Les dernières années de la vie de Napoléon furent prétendument marquées par une maladie implacable. Fr. Lhomme, qui avait autrefois enduré les rigueurs des campagnes militaires à travers l'Europe et l'Égypte, se retrouva maintenant frappé d'incapacité par de mystérieuses affections. Son estomac devint le centre de sa souffrance. Il se plaignait constamment de brûlures d'estomac, de nausées et de vomissements violents qui le laissaient affaibli pendant des heures. Ses nuits étaient agitées, en proie à des sueurs qui trempaient ses draps. Ses jambes gonflaient au point qu'il avait du mal à marcher, ce qui l'obligeait à rester à l'intérieur. Ses compagnons ont rapporté que, parfois, il paraissait ballonné, le visage bouffi et la peau cireuse. À d'autres moments, il semblait se consumer, les joues creuses, ses vêtements flottant sur lui. Son appétit diminua. Les aliments qu'il appréciait autrefois devinrent intolérables, le laissant avec peu de nourriture. Lorsqu'il mangeait, il vomissait souvent peu après. Son état oscillait entre des rétablissements temporaires et des rechutes soudaines, créant un cycle cruel d'espoir et de désespoir. Le vomissement de sang était peut-être le plus alarmant. Des témoins ont décrit des épisodes où le liquide était indubitablement teinté de stries sombres, signe d'un saignement à l'intérieur de l'estomac. Son haleine dégageait une odeur fétide, un autre indicateur de maladie interne. Son humeur s'assombrit avec la défaillance de son corps. Autrefois réputé pour son intelligence vive et son esprit vif, il devint irritable, oublieux et renfermé. Le délire commença à s'installer au cours des derniers mois. Parfois, il parlait de manière incohérente. À d'autres moments, il était suffisamment lucide pour donner des instructions sur son enterrement et la préservation de sa mémoire. Les serviteurs ont noté qu'il semblait s'évanouir sous leurs yeux, une ombre de l'indomptable général qui avait autrefois traversé les Alpes et affronté les plus grandes coalitions d'Europe. Les médecins eurent du mal à expliquer son déclin. Certains ont évoqué un cancer de l'estomac héréditaire, citant la mort de son père de cette même maladie. D'autres ont suggéré des ulcères. Pourtant,
Les symptômes étaient trop mystérieux. Troubles gastro-intestinaux, gonflements, perte de cheveux, faiblesse et changement d'apparence erratique. Le 5 mai, alors que des tempêtes battaient Sainte-Hélène, l'empereur succomba. Le rapport officiel a déclaré un cancer de l'estomac. Mais les détails conservés par ses assistants et les preuves scientifiques déterrées des siècles plus tard racontent une histoire plus troublante. Quelque chose de bien plus mortel que l'exil a peut-être mis fin à sa vie. La cause officielle du décès. Fr. le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte, autrefois empereur de France et souverain d'une grande partie de l'Europe, mourut à l'âge de 51 ans en exil sur l'île isolée de Sainte-Hélène. Son décès fut marqué par une autopsie pratiquée par ses médecins, dirigée par le docteur Francesco Antomarchi, sous l'œil vigilant des fonctionnaires britanniques déterminés à assurer la transparence. La conclusion à laquelle on parvint à l'époque était simple. Napoléon aurait succombé à un cancer de l'estomac, compliqué par des ulcères gastriques et des saignements internes. Pour le XIXe siècle, ce diagnostic semblait non seulement raisonnable, mais aussi convaincant. Il était étayé par le fait que le propre père de Napoléon, Carlo Bonaparte, était mort d'un cancer de l'estomac à l'âge de 38 ans. À une époque où l'hérédité commençait à être reconnue comme un facteur de maladie, cette explication fournissait une résolution simple, voire élégante, à la question de savoir pourquoi un homme autrefois considéré comme presque indomptable s'était consumé en exil. Les plaintes de Napoléon au cours de ces dernières années, douleurs abdominales persistantes, nausées, vomissements et perte progressive de poids et de force, correspondaient parfaitement au tableau établi du carcinome gastrique. Ainsi, pendant plus d'un siècle, le rapport officiel est resté incontesté. Les historiens, les médecins et le grand public ont largement accepté que la mort de Napoléon était un événement naturel. La défaite finale d'un homme qui avait vaincu presque tous ses ennemis, mais qui n'avait pas pu échapper à la malédiction héréditaire qui rongeait son propre corps. Le récit était si fermement ancré qu'il est devenu un fait incontesté dans la plupart des livres d'histoire. Cependant, l'aube de la science médico-légale moderne au XXe siècle a commencé à ébranler cette certitude. De nouveaux outils d'investigation et des techniques d'analyse ont ouvert des portes que le XIXe siècle n'aurait pu imaginer. Lorsque les reliques conservées de Napoléon, en particulier ses cheveux, ont été soumises à un examen scientifique, les résultats ont brisé le consensus de longue date et ont déclenché l'un des mystères médicaux les plus persistants de l'histoire, la révélation de l'arsenic. Des décennies après la mort de Napoléon, des mèches de ses cheveux, soigneusement coupées et conservées à différents moments de sa vie par des partisans et des admirateurs fidèles, ont commencé à circuler dans des collections privées et des musées. Contrairement à de nombreuses reliques, les cheveux restent remarquablement stables pendant des siècles, stockant dans leurs mèches des signatures chimiques de l'environnement du corps. Lorsque les scientifiques ont soumis ces échantillons à une analyse par activation neutronique au XXe siècle, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Les résultats auraient révélé que les cheveux de Napoléon contenaient des concentrations d'arsenic bien supérieures à ce que l'on pourrait attendre dans un tissu humain normal. Il ne s'agissait pas de légères élévations explicables par l'alimentation ou l'environnement, mais de niveaux des centaines de fois supérieurs au niveau de base. Une telle découverte a immédiatement jeté le doute sur le verdict officiel de cancer de l'estomac, car l'empoisonnement à l'arsenic peut imiter bon nombre des mêmes symptômes. Douleurs abdominales, faiblesse persistante, confusion mentale et amaigrissement. Des témoins oculaires lors de son autopsie ont fait remarquer la conservation inhabituelle de ses restes, notant que la décomposition avait été nettement retardée. Normalement, dans le climat humide de Sainte-Hélène, un cadavre se détériorerait rapidement.
En quantité suffisante, l'arsenic empoisonne non seulement le corps vivant, mais inhibe également l'activité des microbes après la mort, momifiant efficacement le cadavre. La conservation remarquable constatée en 1821 pouvait maintenant être expliquée comme un autre symptôme d'une exposition chronique à l'arsenic. Les implications de cette révélation étaient profondes. Fr. Si Napoléon avait été exposé à de l'arsenic au cours de sa vie, était-ce accidentel ou délibéré? L'empereur français exilé avait-il été lentement empoisonné sous l'œil vigilant de ses geôliers, ou la substance toxique s'était-elle infiltrée dans son corps par le biais de son environnement? La découverte a ouvert les vannes de la spéculation, et les historiens, les scientifiques et les théoriciens du complot se sont empressés de réévaluer les circonstances de l'une des morts les plus célèbres de l'histoire, le mystère du papier peint. Alors que le débat faisait rage, une nouvelle théorie a émergé au milieu du XXe siècle, qui a détourné l'attention de l'empoisonnement délibéré pour se concentrer sur les murs mêmes de la résidence de Napoléon. Longwood House, la demeure humide et isolée où il passa ses dernières années, avait été meublée avec du papier peint décoré de pigments verts vibrants. Ces pigments, à la mode au début du XIXe siècle, étaient souvent créés à l'aide d'un composé appelé verre de Scheele, un colorant qui tirait sa teinte vive de l'arsenic. Dans des conditions humides comme celle de Sainte-Hélène, l'arsenic contenu dans le papier peint pouvait réagir avec la moisissure pour libérer des gaz chargés d'arsenic dans l'air. Jour après jour, année après année, Napoléon a vécu et dormi dans ces pièces, respirant les vapeurs toxiques. Lentement, presque imperceptiblement, le poison s'accumulait dans son corps, produisant des symptômes qui ressemblaient étrangement à ceux rapportés dans les comptes rendus médicaux. La théorie du papier peint a gagné du terrain lorsque les tests médico-légaux se sont étendus au-delà de Napoléon lui-même. Des échantillons de cheveux de sa femme, l'impératrice Joséphine, et de son fils, le duc de Reichstadt, ont également montré des niveaux élevés d'arsenic, bien qu'aucun n'ait été confiné dans des conditions aussi sévères que celles de Longwood. Les résultats auraient suggéré que l'exposition à l'arsenic n'était pas limitée à un seul homme, mais était un danger répandu dans les environnements où des pigments à base d'arsenic étaient utilisés. Si elle est vraie, cette explication transforme la tragédie de la mort de Napoléon d'un potentiel acte d'assassinat calculé à une conséquence accidentelle de la vie domestique du début du XIXe siècle. Les matériaux mêmes qui ont rendu son exil plus tolérable, en apportant de la couleur et de la décoration, pourraient avoir été les tueurs silencieux. Ainsi, le mystère s'est approfondi. Le papier peint était-il un poison environnemental à action lente, ou était-ce simplement un facteur de fond dans un complot plus délibéré? Théorie de l'empoisonnement délibéré. Pour de nombreux historiens et experts médico-légaux, l'idée que la mort de Napoléon n'était qu'un accident ne suffisait pas. La possibilité d'un empoisonnement délibéré a continué de planer, soutenue par les réalités politiques de l'époque. Napoléon n'était pas simplement un souverain déchu. Il restait un symbole, une menace vivante pour l'équilibre fragile de l'Europe post-napoléonienne. Pour la monarchie bourbonienne restaurée en France, son existence représentait la possibilité d'une nouvelle insurrection. Pour la Grande-Bretagne, toujours méfiante à l'égard de la Révolution et soucieuse de préserver la stabilité continentale, Napoléon était une figure de proue dangereuse. Même en exil, sa présence inspirait la loyauté parmi les anciens soldats et les admirateurs à travers l'Europe. Tant qu'il vivait, il y avait toujours la possibilité de son retour, soit en personne, soit comme cri de ralliement à la rébellion. Sa mort était donc politiquement commode pour les alliés comme pour les ennemis. Des laboratoires indépendants ont apporté un poids supplémentaire aux théories de l'arsenic. À la fin du XXe siècle, même le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a testé des échantillons de cheveux de Napoléon,
confirmant la présence d'arsenic à des niveaux toxiques. Ces résultats suggèrent que l'exposition n'était pas limitée à une seule mèche ou à une relique contaminée, mais qu'elle était cohérente entre des échantillons prélevés à différents moments et conservés dans différents endroits. Fr. Une telle cohérence laissait fortement entendre une exposition soutenue, qui ne pouvait pas facilement être expliquée par des facteurs environnementaux seuls. La conclusion était glaçante. Napoléon Bonaparte, l'homme qui était passé de l'obscurité en Corse à la domination de l'Europe, n'est peut-être pas mort simplement d'une maladie héréditaire ou d'un empoisonnement accidentel. Au lieu de cela, ces derniers jours pourraient avoir été façonnés par une ingérence humaine calculée. Son exil transformé en une lente exécution, menée sous le couvert d'une maladie naturelle. Les témoignages contradictoires, les récits de témoins oculaires, n'ont fait qu'approfondir le mystère entourant les derniers jours de Napoléon. Chaque témoignage portant sa propre nuance de partialité et d'interprétation. Son médecin personnel, Francesco Antomarchi, aurait pratiqué l'autopsie et noté des signes de cancer de l'estomac avancé, pointant vers des tissus ulcérés et des lésions qui semblaient étayer le diagnostic d'une maladie héréditaire. Pour Antomarchi, les preuves semblaient incontestables et son rapport était destiné à régler la question. Pourtant, même au sein de l'équipe médicale, il y avait des désaccords. Plusieurs médecins britanniques présents à l'autopsie ont fait remarquer des incohérences dans les conclusions d'Antomarchi. Ils se sont demandé si les signes de cancer étaient aussi clairs que prétendu, suggérant plutôt que le corps révélait des symptômes plus ambigus. Les serviteurs qui avaient pris soin de Napoléon pendant son déclin ont ajouté leur propre couche de témoignages. Ils ont décrit sa souffrance comme longue, cruelle et étrangement contre nature. Selon eux, la détérioration physique allait au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'une maladie naturelle. Ils ont parlé de faiblesse sévère, d'épisodes de douleur erratique et de la lente dégradation d'un homme autrefois célébré pour son énergie apparemment indomptable. Leurs récits ont alimenté le récit de quelque chose de sinistre à l'œuvre. La correspondance officielle de l'époque montre leur détermination à préserver un récit de détention légale et d'inévitabilité médicale plutôt que d'assassinat. Pour les Britanniques, la mort de Napoléon des suites d'une maladie était à la fois commode et politiquement essentielle, écartant toute suggestion de jeu déloyal pendant son emprisonnement à Longwood House. La voix la plus obsédante dans ce réseau de témoignages, cependant, était celle de Napoléon lui-même. Dans ses derniers jours, rongé par la douleur et affaibli au-delà de toute reconnaissance, il aurait exprimé des soupçons d'empoisonnement. Des témoins se sont souvenus que, sur son lit de mort, il a chuchoté sa peur d'être assassiné. Cela change tout, car le résultat a été une cacophonie de revendications et de contre-revendications, chacune façonnée par l'allégeance, la perspective ou le besoin politique de l'orateur. La médecine, la loyauté, la suspicion et la propagande se sont toutes emmêlées, rendant la vérité insaisissable. Au moment où le corps de Napoléon a été mis au repos, la tempête de récits contradictoires avait obscurci toute explication simple. Il semblait que seule la marche de la science pourrait un jour dissiper le brouillard. Enquête médico-légale moderne. Au fur et à mesure que le XXe siècle se déroulait, la mort de Napoléon a cessé d'être une question d'anecdote et de spéculation uniquement. Elle est entrée dans le domaine de la science. Des équipes de chercheurs ont commencé à appliquer des techniques modernes à la question, déterminées à sonder le mystère avec des outils inconnus de ses contemporains. L'arsenic, depuis longtemps reconnu comme un poison silencieux et efficace, pourrait expliquer le déclin persistant, le corps qui s'étiole et la souffrance inhabituelle décrite par ses assistants. Fr. Ces conclusions ont relancé la théorie selon laquelle Napoléon avait été délibérément empoisonné, ses ennemis l'éteignant lentement sous le couvert d'une maladie naturelle. Mais la science, comme l'histoire,
offre rarement des réponses simples. Les révélations sur l'arsenic sont vite devenues plus complexes. Des études comparatives ont montré que des individus de la même époque, sans lien avec Napoléon, présentaient également des niveaux élevés d'arsenic dans leurs restes. La présence de la toxine n'était pas toujours le résultat d'un meurtre, mais pouvait être attribuée à l'environnement. Le poison pour rats, les médicaments, certains aliments et même les pigments utilisés dans les papiers peints contenaient de l'arsenic qui s'infiltrait dans la vie quotidienne d'une manière qui choquerait les sensibilités modernes. Cette complication a déplacé le débat. Si l'arsenic était un contaminant courant dans les foyers du début du XIXe siècle, sa présence dans le corps de Napoléon pourrait ne pas indiquer du tout un empoisonnement délibéré. Pourtant, un fait troublant demeure, la cohérence même des niveaux d'arsenic dans ces échantillons de cheveux. Bien que l'exposition environnementale puisse expliquer des traces occasionnelles, la persistance de l'élément à différentes périodes de sa vie a soulevé des questions troublantes. Ce schéma était-il vraiment le résultat des conditions de vie quotidiennes? Ou laissait-il entrevoir un empoisonnement délibéré et méthodique qui exploitait un environnement déjà toxique pour masquer son intention? Chaque nouvelle étude, au lieu de fournir une conclusion, a rouvert la controverse. Les conclusions sur l'arsenic pourraient soutenir les deux côtés de l'argument avec une force égale. Certains chercheurs ont conclu que l'exposition de Napoléon était accidentelle, un sous-produit inévitable du monde dans lequel il vivait. La science n'a pas mis fin au débat, elle a veillé à ce qu'il perdure. La mort de Napoléon est devenue moins la conclusion d'une vie que l'ouverture d'une enquête en cours dans laquelle chaque génération de chercheurs testerait de nouvelles méthodes et se disputerait les résultats. Loin d'apporter de la clarté, la médecine légale moderne avait transformé le mystère en quelque chose d'encore plus vaste. Une étude de cas sur la façon dont la science et l'histoire se heurtent, chacune remodelant l'autre. L'héritage d'une mort horrible sur l'île de Sainte-Hélène, battue par les tempêtes. En mai 1821, Napoléon Bonaparte ferma les yeux pour la dernière fois. Il mourut non seulement en tant qu'empereur déchu, dépouillé de son empire et exilé dans un coin reculé du monde, mais aussi en tant que figure enveloppée de mystère. Sa cause officielle de décès, le cancer de l'estomac, reste la version acceptée par de nombreux historiens et experts médicaux, soutenus par les archives de l'autopsie et le précédent héréditaire dans sa famille. Pourtant, cette explication ne peut effacer l'ombre persistante projetée par les preuves médico-légales d'une exposition à l'arsenic, une ombre qui refuse de s'estomper même 2 siècles plus tard. Pour certains, la mort de Napoléon est la quintessence de l'assassinat politique exécuté avec patience et subtilité. Selon ce point de vue, ses ennemis ont trouvé une méthode pour le tuer qui ne laissait aucune trace immédiate, l'affaiblissant lentement jusqu'à ce qu'il succombe à ce qui semblait être une maladie naturelle. Le poison, après tout, était l'arme la plus discrète, capable de donner la mort à la vue de tous, tout en laissant les médecins se disputer sur le diagnostic. Fr. d'autres, cependant, voient dans sa mort la main du hasard plutôt que de la conspiration. Ils pointent du doigt les murs humides et moisis de Longwood House, le papier peint imprégné d'arsenic, l'environnement contaminé d'un foyer du XIXe siècle, et concluant que Napoléon a été moins victime d'un complot humain que des dangers cachés de son environnement. Dans cette lecture, sa mort devient un accident tragique non moins horrible, mais dépourvu d'assassin. Ce qui rend sa fin si durablement fascinante, c'est précisément cette ambiguïté. La mort horrible de Napoléon Bonaparte résiste à une classification simple. Elle existe dans l'espace liminal entre la maladie naturelle, l'intrigue politique et le danger environnemental. Son dernier chapitre est stratifié de science et de rumeurs, de débats médicaux et de manœuvres politiques. Il est mort à la fois en tant que patient et prisonnier, en tant que victime et énigme.
Des générations ont été attirées par le mystère non seulement à cause de ce qu'il dit de Napoléon lui-même, mais à cause de ce qu'il révèle sur l'interaction du pouvoir, de la mémoire et de la science. Le débat sur sa mort est aussi un débat sur le récit, qui le contrôle, qui en profite et qui le remodèle au fur et à mesure que de nouvelles preuves émergent. C'est pourquoi, même 200 ans plus tard, l'histoire continue de changer. Chaque nouvelle analyse, chaque percée médico-légale, chaque réévaluation historique a le potentiel de bouleverser à nouveau le terrain. Car chaque fois que nous imaginons l'affaire close, le même refrain revient. Avec le dévoilement de nouvelles données, la découverte de détails négligés ou la réinterprétation d'anciennes preuves, l'histoire des dernières heures de Napoléon est réécrite une fois de plus. La mort de Napoléon Bonaparte n'a pas seulement été la fin d'un homme, mais la naissance d'un mystère qui divise encore aujourd'hui les historiens, les scientifiques et les théoriciens du complot. Cancer de l'estomac, empoisonnement environnemental ou acte de meurtre calculé. Chaque théorie apporte des preuves, mais aucune ne fournit une certitude complète. Plus de 2 siècles plus tard, la vérité reste insaisissable. Les questions sont aussi vives que jamais. Selon vous, qu'est-ce qui a vraiment causé la mort horrible de Napoléon Bonaparte? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt dans la prochaine.